Hello les amis, bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Je vous accueille aujourd'hui sur mon fauteuil de lecture. C'est assez rare, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis en position, je m'apprête à lire. Et en fait, ça fait plusieurs jours que je me dis, il faut que j'ouvre mon carnet de lecture, parce que à partir de vendredi de la semaine prochaine, on fait un feuilleton du week-end. En fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est me faire un challenge 1000 pages, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, du coup, je me disais, je vais faire un carnet de lecture jusqu'à ce moment-là. Et surtout, j'ai lu plein de BD, de graphiques, mais je suis en train encore de lire mon roman. Donc, côté roman, je suis en train de lire Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami, et comme vous le voyez, j'ai presque terminé. Je veux le terminer aujourd'hui, dimanche. Alors, attendez 2 secondes. Donc je veux le terminer aujourd'hui parce que demain, on a une lecture commune qui commence avec Minimalou sur Druide d'Olivier Perroux dans le cadre du mois de la fantaisie. Et du coup, j'aimerais bien l'avoir terminé celui-ci pour commencer ma lecture de Druide. Et donc voilà, donc ça c'est côté roman. Donc Kafka sur le rivage, je ne vous en parle pas plus que ça. Je viendrai vous en parler quand j'aurai terminé, peut-être demain. Et côté graphique, j'en ai beaucoup à vous partager je vais le faire petit à petit. J'essaierai de venir vous voir un peu tous les jours pour vous en parler, donc à partir de peut-être cet après-midi si je trouve le moment, sinon lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vous présenterai un petit peu tous les bouquins que j'ai lus côté graphique, parce que j'ai décidé en plus de participer au challenge mais en BD c'est sur Instagram, je le connaissais pas, mais j'ai découvert via une youtubeuse dont je me souviens plus du nom, je vous mettrai peut-être un aperçu de sa chaîne. J'aime bien ce qu'elle fait. Comment ça s'appelle ? C'est pas un prénom. Je suis très mauvaise pour les noms. En même temps, j'ai pas vu beaucoup de ses vidéos, donc j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup. J'aime bien la façon dont elle parle, c'est extrêmement clair. Et j'aime bien ce qu'elle lit. J'aime bien l'écouter. Et c'est agréable d'avoir de trouver quelqu'un qui correspond un peu à ses goûts, donc j'aime bien. Et donc elle a parlé de ce défi en fait, parce qu'elle a montré sa page, je vous mettrai le lien vers sa chaîne si vous voulez et vers sa vidéo. Et donc ça s'appelle Mais en BD, c'est organisé par Chaussette. Ça s'écrit pas Chaussette, ça s'écrit S-H-A-U, je sais plus comment c'est écrit, après la suite. Et du coup j'ai découvert son compte Instagram et je suis allée voir les thèmes. Et vu tous les graphiques que j'ai prévu de lire en mai, je me suis dit franchement, vas-y, j'ai noté les thèmes dans mon carnet de lecture et j'ai commencé à remplir, ce qui fait qu'à la fin du mois, dans mon récap du mois, je vous ferai le point sur ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, les thèmes que j'ai pas remplis ou non. Et peut-être dans ce carnet de lecture, en fait, j'ai pas vraiment de palle. J'ai décidé de lire les BD que j'avais décidé de lire et je vais voir si elles rentrent dedans. Donc je vous montrerai peut-être dans le cours de ce carnet de lecture les thèmes et ce que j'ai commencé à remplir. Et autre chose, j'ai aussi noté dans mon carnet de lecture le challenge organisé par Madame Errance, auquel j'avais participé un peu l'année dernière, mais c'était pas une franche réussite. Donc en fait, c'est un challenge, c'est Flowers Books Challenge. Donc des fleurs, des livres. En fait, elle a choisi plusieurs fleurs qui ont chacune une couleur et une symbolique. Et donc en fait, vous pouvez soit lire un livre qui a sur la couverture la couleur de la fleur, soit lire un livre qui a les thèmes, soit essayer de combiner les deux. De mon côté, c'est ça que j'ai bien aimé, j'ai bien essayé de combiner les deux. Et peut-être que je vous parlerai un petit peu de ça. Le challenge se passe sur 2 mois, mai et juin. Voilà. Donc je vous montrerai un petit peu aussi peut-être ce que j'ai prévu de lire dans ce cadre-là. Ce sont des challenges... dire si je les finalise pas, c'est pas très très grave. Et je peux déjà vous dire dans cette vidéo que l'année dernière j'avais organisé le feuilleton de l'été et cette année il va reprendre. Ça y est, j'ai fini de créer les templates cette semaine, les thèmes, tout ça. Je les ai montrés à Marlène justement, Minimalou, pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense et elle est plutôt contente. Je suis pas maquillée et j'ai des cernes un peu. Mais ça va, je me sens pas trop fatiguée. Et donc, voilà, je pense vous proposer la vidéo de présentation vers le 20, quelque chose comme ça. Genre, c'est le week-end prochain.
Voilà. Week-end prochain, samedi ou dimanche, je sortirai la vidéo qui vous présentera ce challenge de lecture qui se passera donc sur 3 mois, juin, juillet, août. Voilà. Donc j'ai très hâte parce que... et en plus, j'ai même pas vraiment fait ma palle. J'ai mis plein d'idées et il va falloir que je sélectionne ma pile à lire pour le trimestre. Donc ça, j'aime bien aussi. Sur toutes ces envies, idées, je vous laisse là. Je retourne à mon livre. J'en suis au chapitre 45. Il y en a 49. Je m'approche de la fin et j'ai très envie de savoir la suite. J'adore l'écriture d'Haruki Murakami. Et je suis très contente d'y retourner. Donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Ok, alors on est lundi, il est presque 19h, je vais me poser un petit peu avec mon bouquin parce que le repas du soir en fait est déjà prêt depuis hier, donc on aura juste à faire réchauffer, c'est cool. Je vais vous parler, donc j'ai fini hier Kafka sur le page et je vais vous parler voilà, de deux choses. Alors, Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. J'ai adoré. En même temps, c'était pas difficile puisque c'est Haruki Murakami. Je crois que vraiment ça confirme mon amour pour l'écriture de cet auteur. Ce n'est pas mon préféré comparativement à un Q84, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, ce que j'aime, je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais pas... rentrer plus dans les détails, mais ce que j'aime, c'est sa façon de nous immerger dans son monde. Une sorte, en fait, on se déplace beaucoup dans une partie, parce qu'en fait, c'est un roman choral, on va dire. On va suivre d'abord Kafka. Kafka, qui est un jeune garçon de 15 ans qui part. Il fugue de chez lui, il quitte son père parce qu'il vit avec son père et ça se passe pas bien. Et il part à la recherche de sa mère et de sa sœur qui l'ont abandonné à l'âge de 4 ans. Voilà. Et donc il part. Et il a décidé de partir le jour de son anniversaire. Il va à un endroit, je ne vais pas forcément vous dire où, et puis c'est pas forcément le plus important. Il va loin de chez lui. Il va se retrouver dans une ville. Et comme un peu à chaque fois avec Haruki Murakami, les personnages se laissent aller dans un enchaînement de situations qui s'imposent un peu à eux-mêmes. Et parallèlement, on suit également un jeune garçon qui a été victime, enfant, à l'âge de 4 ans également. Il s'est passé un truc à 4 ans aussi. Non, pas à 4 ans. Si, peut-être après, non. Il était plus âgé que ça, puisqu'il savait déjà lire. Et on va suivre... comment est-ce qu'il s'appelle ? Nakata, qui a, je dirais, 60-70 ans, quelque chose comme ça, et qui a subi, en fait, pendant, on va dire, 2 heures, il a, avec d'autres amis d'autres élèves de sa classe qui étaient partis en balade au moment de la guerre, ils étaient partis, en fait, se balader dans la forêt avec leur enseignante. Et ils ont tous perdu connaissance, sauf la maîtresse. Et lui, en fait, il a eu beaucoup de mal à en revenir, donc c'était comme un coma, en fait. Et après ça, il n'a plus du tout été le même, parce qu'il était un peu vide de toute émotion, il ne savait plus lire, il ne savait plus rien faire. Après, comme après un coma. Le seul truc il a pu quand même développer certaines aptitudes, notamment travail manuel, mais aussi il arrive à communiquer avec les chats. Et donc lui, par un concours de circonstances qui commence avec un chat et plusieurs chats, il va se retrouver à faire quelque chose qu'il ne pensait pas faire et à devoir aussi partir. Et donc on suit ces deux personnages à chaque fois, puis ils vont rencontrer d'autres personnages qui vont construire une histoire. Et en fait, il faut se laisser porter. Avec Haruki Murakami, laissez-vous porter si vous voulez pouvoir aimer sa plume, parce que sinon, si vous n'aimez pas vous faire un peu balader,
ça va pas vous plaire. Mais moi, j'adore. Donc, ça fonctionne avec moi. C'est très difficile à résumer parce que... alors, je peux juste vous dire que j'ai retrouvé, en fait, les codes de l'écriture d'Haruki Murakami, que j'ai retrouvé... Alors là, beaucoup plus que dans un Q84, le côté fantastique. Donc, on est vraiment dans le côté fantastique, quoi. Avec des choses qu'il faut trouver pour pouvoir ouvrir des portes, et il se passe des choses qui viennent un peu de l'extraordinaire dans un monde réaliste, voilà, où il faut accepter l'étrange. Donc ça, j'ai retrouvé beaucoup de choses quand même qui me plaisaient. Il y a une quête, en fait, on parle de... globalement, on va parler quand même du fait d'être... entre guillemets, abandonné par ses parents très jeunes, voilà, de pas être forcément respecté pour qui on est. Il y a un personnage que j'aime énormément là-dedans, c'est le routier, dont je me souviens un peu du nom, mais on s'en fiche. Il y a un routier, un conducteur de camion qui va rencontrer Nakata, le vieil homme, et qui va l'accompagner. Et j'aime beaucoup ses réflexions. Car lui-même, quand il va rencontrer Nakata, il va vite se rendre compte que sa vie est assez vide. Et il va vivre des expériences, par exemple, d'écoute de musique qui vont beaucoup lui plaire, ou voilà, il va se révéler, en fait, en laissant couler les choses simplement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Haruki Murakami. J'ai corné pas mal de pages parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment, vraiment plu. J'ai trouvé que c'était très beau, notamment on est dans une ville près de la mer, et la façon dont c'était écrit, c'était vraiment très, très, très beau. Beaucoup de références à la musique classique, à la nourriture, voilà, des choses qu'il aime et qui prend plaisir à écrire. Et effectivement, cette couverture définit bien, puisqu'on y parle beaucoup au départ de chats et de poissons qui tombent du ciel. Je ne vous en dirai pas plus. Voilà. C'est inquiétant, mais en fait, on a envie d'y retourner. On va dire que c'est une atmosphère étrange, pas forcément... Ça peut être inquiétant, mais moi, non. Je sais que, généralement, en plus, je sais qu'il nous amène vers un dénouement qui... va aller quand même assez bien pour ses personnages, parce qu'il aime ses personnages. J'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille. Et puis je vais vous parler de cet artbook Chinese Girls de Benjamin. Donc moi je connaissais pas cet auteur. C'est un auteur de manga, mais qui est aussi peintre, qui travaille beaucoup avec le digital, et qui ici a mis, en fait, voilà, il a proposé, en fait, un artbook où il expose son travail. Donc c'est souvent, on va parler surtout des jeunes femmes chinoises. Il y a beaucoup d'images qui mettent en avant la beauté, la fragilité de ces jeunes femmes dans le monde actuel. Je ne vais pas vous montrer tout parce que c'est pas l'idée, hein, mais je vais vous montrer quand même qu'il y a des textes à côté. Alors, au début, quand j'ai commencé à le feuilleter, je me suis dit, mais c'est quoi ce regard hyper masculin sur les femmes? J'ai pas vu la beauté tout de suite, j'ai vu surtout le désir de l'homme chinois vis-à-vis des jeunes filles très 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 jeunes, ce qui ça m'a un peu gênée. Par exemple, l'adolescente, là, il y a tout un texte. Et en fait, plus on lit, plus on avance, plus on voit qu'en fait, il veut quand même dénoncer certaines choses, la fragilité de ces jeunes femmes qui sont vues pour leur physique plus que pour autre chose. On y parle de violence, hein, de violence sexuelle, parfois, de l'abus de ces jeunes femmes, de la violence psychologique aussi. Donc en fait, il y a quand même plus de la dénonciation qu'autre chose. Et finalement, je suis allée au-delà de cet a priori que j'ai eu au départ. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé les dessins parfois très très beaux. Je ne peux pas tous vous les montrer, mais j'ai vu... Attendez, il y en a un... Et bien après, il expose ses dessins préparatoires. Je vais vous en montrer un qui m'a beaucoup plu.
Son travail est très varié. Je trouve ça assez beau. Il a vraiment l'art de faire de dessiner des ambiances en fait, c'est ça. Et alors il dessine sur ordinateur et il explique à la fin son travail préparatoire, les différentes étapes qu'il a. Et c'est très très intéressant de voir ça. C'est vraiment un super dessinateur. Voilà, donc j'étais contente de découvrir ce regard chinois sur la ville. Et parce que c'est beaucoup des images prises dans la ville. Et les textes, je vais pas dire que j'ai forcément adoré l'écriture, mais les sujets étaient vraiment percutants. Donc voilà, je vous invite à le découvrir si vous en avez l'occasion. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted parce qu'en fait, il est assez cher maintenant, il se trouve difficilement. Et moi, je l'avais trouvé vraiment pas cher sur Vinted, j'ai eu de la chance. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler du 4e tome de Une sacrée mamie, mais pas en détail parce que c'est l'avant-dernier, donc dans l'édition double. Donc c'est un manga de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo. Et j'adore cette saga familiale. Donc là, on voit notre personnage principal qui est dans la ville de Saga et qui s'appelle Akihiro. Et son chien, il y a une histoire avec son chien, c'est trop mignon. Dès qu'il y a une histoire avec des chiens, moi ça me fend le cœur, parce qu'ils vont se perdre à un moment, puis bref, je ne vais pas vous dire. Et la grand-mère, le trio, enfin surtout le duo grand-mère et petit garçon, c'est superbe. Et à chaque fois, moi, qu'il revoit sa maman, je pleure en fait, parce qu'il la voit très très rarement. Et à un moment, il la voit 12 minutes. Seulement parce qu'elle passe en fait en train pour aller à un autre endroit pour son travail, puis elle revient et elle a 12 minutes d'arrêt à la gare. Et là, ces 12 minutes-là, il faut qu'elles soient parfaites. Et donc, genre à l'école, il prépare une chorale, un spectacle, tout ça. Et en fait, il se demande vraiment ce qu'il va pouvoir lui dire pour que ce temps-là soit vraiment gravé dans leurs esprits. Et je vous dis pas ce qui se fait, mais c'est... Moi j'en pleure, hein. Je trouve ça vraiment super beau. Ça parle beaucoup de différence, d'accepter la difficulté de la vie à cette période-là. Je dirais c'est juste après la guerre peut-être. Et vraiment, ils n'ont pas beaucoup de choses pour manger. Donc vous voyez, il a son pantalon qui est tout rapiécé et qui est rapiécé. Et il se retrouve souvent à avoir très très faim. Donc lui, par exemple, il est vraiment pas doux à l'école, mais il sait très bien compter parce qu'il compte tout ce qu'il pourrait manger. Et donc il est très bon au calcul mental pour ça. Et ça, c'est vraiment rigolo. Le personnage principal est vraiment chouette. Je vais juste vous montrer le type de dessin qu'on peut avoir. Donc c'est un peu genre à la Tom Sawyer pour moi, vous voyez. Donc c'est un peu caricatural, mais en même temps ça fait partie du dessin et on s'attache au personnage. La grand-mère, elle est géniale. Et je crois que c'est en partie autobiographique. Je vous montre juste. Et j'adore, vraiment c'est super. Bon, allez, j'ai commencé, alors vraiment un tout petit peu, j'ai lu les 20 premières pages de Druide de Olivier Perrault. Alors je dis Olivier, mais sur la couverture il y a écrit Oliver. Et quand on va sur Livre Addict et sur Babelio, c'est Olivier. Donc soit c'est une erreur d'impression sur la couverture, ce qui est quand même dommage, soit il s'appelle Oliver et pour faciliter la vie de tout le monde, il se fait appeler Olivier. Je ne sais pas. En tout cas, ça doit pas être une erreur parce que derrière encore il y a écrit Oliver. On va l'appeler Oliver. Et bah écoutez, ces 20 premières pages m'ont l'air très très bien, donc je suis très contente d'y retourner. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. J'ai une BD que je voudrais continuer Azimut aussi, donc je vais lire ça. Je vais me prendre 20 minutes là, de lecture, 20 minutes, une demi-heure. Et ça va être trop bien. Voilà. Demain, je viendrai vous reparler d'autres BD que j'ai lus, parce que je ne vous ai pas tout montré, ce qui est là. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse là, et je vous dis à demain. Hello du mardi.
Je vais retourner la caméra pour vous montrer les deux challenges auxquels je participe et les entrées que j'ai déjà faites donc dans mon carnet de lecture. Donc, il y a le Flower Boost Challenge de Madame Errance. Donc là, pour le coquelicot, on a les couleurs rouges et puis un doudou feel good. Donc là, j'ai déjà lu mon livre puisque c'est un graphique dont je vais vous parler prochainement. C'est Fangs. Si j'arrive à caler Amande, qui est un roman coréen, ce mois-ci, ça serait cool, mais sinon, tant pis. Pour le mimosa avec la couleur jaune et la romance secrète ou solaire, j'ai pensé à Eleanor and Park, que je lirai peut-être le mois prochain. Pour la jacinthe et le violet, et les termes, c'est royauté, richesse, j'ai noté Amaguri de Aki Shimazaki, que j'ai déjà lu, parce que pour moi, le Amaguri, qui est donc le petit coquillage, est comme une richesse que l'on transmet de génération en génération. Donc, j'ai un petit peu brodé, parce que j'avais pas beaucoup de livres avec une couverture violette. Pour l'hortensia et le vert, espoir, honnêteté, j'ai mis apaiser nos tempêtes, mais je crois que j'ai changé d'avis, parce que dans mon suivi lecture, j'ai aussi autre chose. Alors attendez. Oui, j'ai mis Kafka sur le rivage en fait, et en fait je peux déjà... Parce que je me suis dit que finalement, pour l'honnêteté, les personnages écrits par Haruki Murakami sont vraiment des personnages très honnêtes. Et du coup, je me suis dit que c'était top de les mettre. Pour la bignonne, qui est une fleur orange et que j'ai dans mon jardin d'ailleurs, force, entêtement, courage, j'ai la possibilité de lire en anglais le mois prochain le livre Maybe in Another Life qui parle du parcours d'une femme. Je me suis dit que pour le courage, la force, ça marchait bien. Et sinon, j'ai la BD Yaya qui parle en fait d'une petite fille qui va être arrachée pendant la Seconde Guerre mondiale à ses parents et qui va aller à leur recherche avec beaucoup de force et de courage. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal, surtout que la couverture est orange, donc ça pourrait fonctionner. Pour le bleuet et la couleur bleue, les termes de solidarité, famille, amitié, j'ai pensé à persuasion, mais je suis pas sûre de le lire le mois prochain. Et sinon, j'ai prévu ce mois-ci Fils de l'eau. Je me suis dit que peut-être ça allait se caler dans les termes d'amitié, peut-être. Alors après, faut que je retourne, parce qu'en fait, là, je devrais le réécrire, mais j'ai eu la flemme. Pour le poids de senteur et la couleur rose, on a fourberie, faux semblant, vice, thématique sombre. J'ai pensé à Connemara de Nicolas Mathieu, qui a vraiment une couverture rose. Et je me suis dit que pour la thématique sombre, on était quand même bien avec Nicolas Mathieu. Il écrit souvent des romans assez sombres. Donc pourquoi pas, j'en suis pas certaine. J'ai mis Rose éternelle, que je suis en train d'écouter en audio, mais... je suis pas sûre. En même temps, sur la fourberie, les faux semblants, je pense que ça peut fonctionner, donc à voir. Et pour le bonus, qui est la tulipe noire, donc une couverture noire et qui parle de grand amour, j'ai dans ma pile à lire Verity de Colleen Hoover, qui est vraiment une romance, mais mélangée avec du thriller. Et je me suis dit que, franchement, ça pourrait le faire. À voir, donc je vous ferai le point, hein. Du coup, pas à la fin de ce mois-ci, mais à la fin du mois prochain. Et pour le challenge Mais en BD, qui est donc organisé par Louise du compte Chaussette, ici, j'aime bien, c'est rigolo la façon dont c'est écrit, qui se déroule du 1er au 31 mai. L'idée, c'est de lire le plus de BD possible, ou alors de participer à son bingo. Donc son bingo, moi, j'ai déjà, vous voyez, rentré des choses. Donc j'ai déjà... lu une BD avec un duo ou un trio de personnages, donc j'ai mis Fangs, une BD qui adapte et réinvente une légende, Le Garçon Sorcière, tout ça je vais vous en parler parce que je vous en ai pas encore parlé. Une BD enquête mystère aussi, j'ai mis 20e-ciel.com dont je vais vous parler. La BD avec la couverture bleue, Une sacrée mamie, je vous en ai parlé. Une non-fiction blanc autour, je vous en ai pas parlé, il faudrait que je vous en parle. Je l'ai plus en ma possession parce que je l'ai rendu à la bibliothèque, mais
je vous en parlerai. La BD avec frères et sœurs, j'ai mis super, effectivement, je vous en ai pas parlé non plus, il faut que je revienne. La BD qui parle d'amour, alors j'ai mis Chinese Girls, même si c'est pas vraiment une BD, mais pour moi, il y a beaucoup d'images, donc je l'ai mis quand même. La BD avec des persos ayant vraiment existé, j'ai mis le Tigre des Neiges, parce que le personnage principal est un personnage historique. BD avec le mot « et » dans le titre, pour le moment, j'ai rien lu là-dessus. BD avec plusieurs auteurs, illustrateurs, illustratrices, ça j'ai pas encore. Et ce qui me manque, c'est la BD, une BD qui serait sortie en 2023. Et une BD avec un animal qui parle, là oui, je peux déjà remplir parce que je suis en train de lire Azimut. Et il y a des animaux qui parlent. J'ai lu le tome 3. Donc voilà, je lis pas mal de BD ce mois-ci. Et je trouvais que c'était une bonne idée d'y participer parce que je vais y arriver sans trop de soucis, je pense. Et après, j'ai mis autre avec les autres BD que j'aurais lus. Et c'est trop cool de descendre, de dégommer ma palle de graphique. C'est trop cool. On est mercredi, salut. On est mercredi matin, j'ai les cheveux mouillés, je suis désolée. Je devais vous prendre hier, mais je vous ai pris hier pour vous montrer mon petit carnet de lecture et les challenges en cours. Il y a un petit oiseau qui est venu me faire coucou. Et puis je vous ai pas pris après pour vous parler lecture parce que j'ai pas eu trop le temps puis que j'ai préféré retourner dans mon livre en cours. Donc je vous parle après. Il faut que je vous parle de BD. Alors, je vais vous parler peut-être d'une BD que j'ai ramenée à la bibliothèque qui s'appelle Blanc autour. Je vous ai dit que j'allais vous en parler. Qui est une BD qui est inspirée d'une histoire vraie, si je ne dis pas de bêtises, d'une jeune institutrice qui se rend compte en fait avec son entourage et les familles qui ont des serviteurs noirs qu'il y a une jeune fille qui aimerait beaucoup en fait apprendre l'écriture, la lecture, les savoirs, les différents savoirs. Et en fait, elle va décider, par le biais de cette jeune fille, de mettre en place, d'arrêter d'enseigner à des enfants, des jeunes filles blanches, mais d'ouvrir une des premières écoles de jeunes filles noires. Ce qui va un petit peu poser problème, forcément, dans une période où le racisme est à tel point qu'on se demande à quoi ça sert de pouvoir éduquer ces jeunes filles d'une autre couleur. Voilà, donc elle va être confrontée à des problèmes de juridique, donc elle va devoir se justifier, parce qu'en fait c'est pas impossible en soi, mais l'institutrice va devoir être maligne pour essayer de faire passer les choses et que ça devienne possible. Le problème, c'est que quand ça devient possible, il va y avoir beaucoup d'attaques vis-à-vis de ces jeunes filles. Donc on va suivre en fait les différentes protagonistes qui arrivent petit à petit dans l'école, notamment une. On suit aussi en parallèle un petit garçon qui est un petit peu seul dans la forêt comme un sauvage. Il y a d'autres personnages aussi qui sont un peu côté sorcière, tout ça. Beaucoup de personnes qui naviguent dans des croyances ancestrales qui font des prédictions, des choses comme ça. Ça se passe pas très bien. Et j'ai trouvé que c'était assez passionnant, très intéressant, bien dessiné. J'ai pas de close-up, je suis désolée, je vous mettrai une petite image là. Après, j'ai pas trouvé ça particulièrement original dans le thème. Disons que voilà, ça m'a bien plu, mais j'ai pas trouvé ça extrêmement original non plus. Voilà. Après, il faut écrire des histoires comme ça parce que c'est important de prendre conscience de ce genre de choses. Je vous la conseille quand même, par curiosité, si vous l'avez dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à l'emprunter. Sinon, je vais vous parler d'une déception. De 2 premiers tomes qui étaient dans la bibliothèque depuis super longtemps. Donc le premier c'est celui-ci et le second là. Donc en fait c'est 20e-ciel.com. Donc ici on a Mémoire 98 et ici Mémoire 99, édité chez les Humanoïdes Associés depuis perpète. Je les ai mais depuis super longtemps. Je sais pas quand est-ce qu'on avait acheté ça. Quand est-ce que ça a été édité.
Ça date, hein. 1999, première édition. Le premier tome m'a quand même plu dans le sens où, alors c'est complètement nébuleux. On va suivre une vieille dame qui est vraiment en fin de vie. Elle est vraiment très âgée et elle va recevoir des emails. Alors elle est psychiatre, psychologue. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Elle est là. Ça, c'est un de nos personnages principaux. Elle est vraiment en fin de vie. Voilà, elle a pas l'air malheureuse. On sent que y a des choses qu'elle n'a pas résolues dans sa vie. Par exemple, la mort de son frère Franck à la guerre lui semble un peu étrange. Et en fait, elle va recevoir un email de Anonymous avec plein d'images historiques, mais genre un peu floutées, des choses comme ça, où on apercevrait des sortes d'anges, vous voyez, mais très flou, c'est pas très clair. Et en fait, elle va se demander si c'est pas son frère était photographe au moment de la guerre. Et on va petit à petit comprendre que finalement, il serait peut-être pas mort. Il aurait peut-être rejoint le régime communiste, en fait, et de propagande, en fait, contre la guerre. Voilà, donc il serait caché et peut-être que du coup, on la mettrait sur la piste de son frère qui potentiellement ne serait peut-être pas mort. Ça va tourner autour de ça. On va recevoir petit à petit différents emails et on va retracer la vie de cette femme quand elle était plus jeune aussi. Et on va comprendre un petit peu petit à petit son histoire. Là, je vous l'explique, ça semble assez clair, mais en fait, c'est hyper nébuleux. On comprend pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup d'informations très obscures. Dans ce premier tome, on suit quand même le fil, on essaie de comprendre ce qui se passe. En revanche, dans le second tome, j'étais complètement perdue. Alors déjà que dans le premier, j'arrête pas de me tortiller parce que j'ai mal aux jambes. Je suis pas du tout japonaise, moi j'ai du mal à tenir sur mes pieds, ça me fait mal. Dans le second tome, ouais, alors vraiment, ça part vraiment dans tous les sens. Et je vais vous montrer un peu le type d'image. Il y a des scènes un peu... c'est vraiment pour adultes, hein. Il y a des scènes un peu olé. Voilà, donc beaucoup d'images de guerre. Beaucoup de choses, de véhicules avec des ailes ou des choses qui volent, des images de guerre. Voilà. Bon, franchement, je pense que je vais pas les garder dans la bibliothèque parce que trop compliqué pour moi, quoi. J'ai pas trop compris l'intérêt de faire trop obscur comme ça. Voilà. Alors si vous avez beaucoup de références en histoire, peut-être ça sera plus clair pour vous. Mais là, ça partait vraiment dans tous les sens, quoi. Différentes périodes. On comprend pas trop. En fait, on comprend pas. Et je pense que le lecteur, ça aurait été bien qu'il comprenne un peu plus où l'auteur voulait l'emmener. Donc là, pour moi, c'est trop, quoi. J'ai pas trop aimé. Voilà. Voilà ce dont je vous parle ce matin. On se retrouve demain. Je vais continuer Druide. Alors je l'aurai pas fini d'ici jeudi, hein. Jeudi c'est demain, donc non. Mais je viendrai quand même vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus. Je vais peut-être essayer de finir les nouvelles de ce recueil, comme ça me permettra de vous avoir un deuxième livre sur ce carnet de lecture. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais retourner à mes occupations et on se retrouve bientôt.
Eh bien, on est jeudi, il est presque 19h, je vais fermer la fenêtre. Donc, ok, alors on est parti pour finir le point sur les BD. Alors, il y a cette petite BD qui s'appelle Fang's Crow de Sarah Anderson. Voilà. Et je vous montre un peu le type d'image. Alors, il n'y a pas beaucoup de texte. Ce sont des petites scénettes d'un couple constitué d'une vampire et d'un loup-garou. Depuis tout à l'heure, tu m'embêtes. Va-t'en. Et c'est vraiment trop mignon comme histoire d'amour parce que ça reprend tous les clichés liés à ces personnages fantastiques que sont le vampire et le loup-garou. Et comme du coup ils sont ensemble, c'est compliqué. Par exemple, lui il sort le jour, elle non. Il se transforme à la pleine lune en loup, trop mignon. Et donc voilà, elle le retrouve. Elle retrouve juste des empreintes de pattes de chien-loup. Bref, c'est trop mignon. Il s'envoie des petits pics. Vous voyez, par exemple, elle est végétarienne, donc elle prend pas de... elle prend pas de sang humain, et du coup, elle a des réserves. Et dans le frigo du loup-garou, il y a que des poches de sang. C'est vraiment... En fait, c'est mignon. C'est une romance fantastique, mais avec vraiment que des petites scénettes, et c'est vraiment adorable. Je sais que je le relirai. Voilà. C'est vraiment chou. En plus, le personnage du loup-garou aussi est très sympa. Vraiment, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vite parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, le week-end dernier, j'ai lu des bandes dessinées qui avaient été offertes à mes enfants qui sont soit fantastiques, soit fantasy. Ouais, fantastique. Surtout fantastique. Donc, on a le tome 3 de cette saga qui s'appelle Super, qui est l'histoire de 3 frères et sœurs. J'allais dire extraordinaires, mais c'est surtout, ils sont extraterrestres. Ils sont arrivés sur Terre, leurs parents les ont laissés sur Terre pour les sauver, on va dire, parce qu'ils devaient les laisser là pour pouvoir sauver leur vie. Et ils se retrouvent en fait à devoir se débrouiller et donc en fait ils ont rien à manger, ils ont rien, c'est vraiment la galère. Et ils ont des pouvoirs magiques, mais l'aîné des 3, qui est ce jeune garçon, dit qu'il faut vraiment qu'ils passent incognito, et donc ils essaient le moins possible d'utiliser leurs pouvoirs. Et il va y avoir forcément des histoires avec d'autres humains de leur âge, puisqu'ils vont au collège, voilà. Et du coup ça crée des situations un petit peu complexes, parfois dangereuses, donc ils vivent pas mal d'aventures. Et j'aime beaucoup, je sais, il reste le tome 4 et 5 de cette première saison, on va dire entre guillemets. Et les dessins sont vraiment chouettes. C'est de Frédéric Maupaumé et David aux éditions de La Gouttière. Et c'est une BD vraiment sympa. Je vous montre quelques dessins avec une ambiance vraiment particulière, un trait et des couleurs un peu étranges, mais assez saturées, et un trait de crayon sur les visages que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc ça j'ai bien aimé, franchement c'était chouette. Je sais pas comment je vais faire pour tout mettre, ça déborde. J'ai lu beaucoup ce mois-ci, je lis beaucoup, et du coup mon panier, je pense que je vais enlever tout ce qui est BD. Ensuite, je dis que j'ai lu avec Lucien parce que le matin, tous les deux, on est ceux qui se réveillent le plus tôt. Et le matin, on se mettait tous les deux côte à côte dans le canapé, et je lisais en tournant les pages, et lui, il regardait avec moi. Donc c'était très agréable comme petit moment maman-enfant. Je vous conseille de faire ça, c'est plutôt chouette. Alors là, c'est un premier tome d'une série de 3, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Le Garçon Sorcière, édité chez Kinaye. Je ne sais pas. Et c'est de Molinox Ostertag. C'est les éditions Kinaye. Voilà, je sais pas, plus que ça. Donc, lui, c'est Aster. C'est dans sa famille, en fait, dans le monde où il est, qui est parallèle au monde. Enfin, il n'est pas parallèle. Il vit dans une sorte de forêt. Et il y a un passage qui lui permet ensuite d'aller dans le monde des hommes, mais
il n'est pas censé y aller. Bien sûr, il va y aller, mais il n'est pas censé y aller. Il vit dans un monde, lui, où dans les familles, les jeunes filles sont amenées à devenir des sorcières et les garçons des métamorphes. Sauf que Aster, lui, ce qui l'intéresse, c'est la magie et il aimerait... J'ai des bourdons, je sais pas trop... Oh, mais ça, c'est pas un bourdon. Laisse-toi. Ok, ça... J'ai eu super peur. C'était un frelon. Bon, un frelon européen, mais... Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Et donc Aster, lui, ce qui l'intéresse, c'est la magie. Et donc il écoute, alors qu'il n'a pas le droit d'écouter, les leçons faites aux apprentis sorcières. Et son père le tanne et plusieurs autres garçons du même âge pour lui faire comprendre que à son âge, normalement, en rêve, il est censé apparaître son animal totem, qui sera en fait l'animal dans lequel il pourra se transformer la première fois. Sauf qu'il ne fait pas ce rêve et on sent qu'il est un petit peu différent des autres. Et c'est son histoire dans ce monde qui n'accepte pas vraiment la différence. C'est son histoire. Il va aussi aller à la rencontre d'une jeune humaine. Voilà, il va se lier d'amitié avec elle alors qu'il n'a pas le droit. Donc c'est beaucoup de choses qui vont en fait... On va souvent parler de différence et du fait de ne pas être pareil. La première chose, moi, c'est quand j'ai regardé les premières pages, j'ai vraiment cru que c'était une jeune fille. Donc je pense que ça veut jouer aussi là-dessus, c'est-à-dire que sur un trait de caractère qui parle de figure fantastique, on veut nous faire parler de la différence dans toutes ses formes, que ce soit physique, intellectuelle, voilà, morale. On est tous différents et on doit tous s'accepter les uns les autres. Et aussi on parle de racisme aussi, hein, parce que la jeune humaine qu'il va rencontrer est noire et on sent que c'est pas forcément évident pour elle non plus. En plus d'être une fille noire, pas facile. Et du coup, tous ces sujets sont abordés de façon très intelligente et j'ai bien envie de savoir la suite. Parce que, bon, la fin, il y a quelque chose qui se résout, mais on estime qu'il y a quand même des choses encore à résoudre. Voilà. Et alors, j'ai pris la fin de la saga Azimut, alors dans l'ordre. La fin de la saga Azimut à ma bibliothèque, qui était en réserve. Donc, c'est cette série-là. Donc ça, c'est le tome 4, tome 3, 4 et 5. À ce jour, c'est fini, je crois. Bon, d'ailleurs, ça semble être une fin. C'est une BD qui a été écrite par Lupano et Andreae aux éditions Vent d'Ouest. Et pour être honnête, j'étais un peu déçue. Pardon. En fait, si vous aimez les beaux dessins, moi, ce qui m'a tenu, en fait, c'est vraiment les dessins. Je vais essayer de vous montrer quand même un exemple sans trop vous spoiler. En même temps, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Essayons de vous montrer une image. Il y a des dessins de fous, quoi. Il y a beaucoup de femmes bien représentées. Voilà. Donc, on a vraiment des dessins hyper léchés. Vraiment... Voilà. On est dans un univers complètement fantastique où on va suivre différents chercheurs, différents personnages vraiment très 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 différents, à des endroits différents, qui ont des objectifs assez variés. Ils sont tous à peu près amoureux d'une jeune femme, qui est cette jeune femme là. On sent que les dessinateurs ont pris un malin plaisir à la dessiner sur toutes les coutures. Elle est parfaite et en fait elle cherche à devenir immortelle, éternelle. Et donc tous les hommes veulent voilà, l'avoir dans leur lit. Et le monde a perdu le nord. Et le nord, c'est ce petit lapin là qui est trop choupinou. Voilà. Donc lui, c'est le nord et en fait il est perdu. Donc comme il a perdu le nord, le temps se détraque, l'espace aussi, les saisons, c'est un vrai bordel.
Et donc, si vous vous laissez emmener dans cette atmosphère, il faut se laisser porter par l'histoire. Voilà. Donc moi, il y a un que j'ai beaucoup aimé, où j'ai bien compris ce qu'on me racontait. C'était celui-ci, parce qu'il y avait la relation entre Mani et sa mère, qui est une grande guerrière. C'était chouette. J'aime beaucoup aussi le personnage de la femme des sables, là. J'ai trouvé que c'était intéressant. En revanche, j'ai été perdue sur mais quel message vous voulez passer en fait, parce que j'ai pas compris en fait jusqu'où vous alliez. Donc ça m'a un peu dit tout ça pour ça à la fin du 5e. J'ai l'impression que c'était un peu, ça se finissait un peu rapidement, vous voyez. Ça partait dans tous les sens, c'est très exubérant. Et les dessins sont vraiment chouettes, quoi. Juste pour les dessins, c'est vrai que c'est chouette, mais c'est bien quand même d'avoir une histoire un peu construite. Et moi, je trouve que vraiment, l'histoire est complètement déconstruite, quoi. Voilà. Et tout ça pour finir là-dessus. En même temps, c'est tellement bordélique que je vois pas trop comment on peut finir autrement. Bon, voilà. Voilà mon avis. Et alors, on va terminer avec ce recueil de nouvelles de Mariana Enriquez, Les dangers de Fumeroli, qui a été édité aux éditions du Sous-Sol il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était début d'année, qui est d'ailleurs dans pas mal de listes des livres parus cette année qui ont bien été appréciés. Je pense qu'il est, en fait, il a été écrit avant comment ça s'appelle, Notre part de nuit. Je pense que ça a été écrit avant, mais que ça a été du coup, vu le succès de Notre part de nuit, ça a dû être édité en France ensuite, après, mais je me trompe peut-être. En tout cas, c'est une série de nouvelles fantastiques horreur de Mariana Enriquez. Alors moi, je les ai commencées il y a peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. Et parce qu'en fait, j'aime pas lire les nouvelles les unes à la suite des autres. J'ai eu beaucoup de mal à passer d'un univers à un autre. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à y aller de façon sporadique, comme ça, à l'envie. Alors, comme dans Notre part de nuit, où les chapitres sont séparés par des encarts noirs, là, on retrouve la même chose. Et il y a une nouvelle qui est assez longue et qui est à la fin, qui n'est pas ma préférée. Les petits revenants, qui était quand même assez intéressant. C'est l'histoire d'enfants. C'est une personne qui s'occupe de faire des recherches d'enfants disparus. Et voilà, bon, elle est un peu particulière. Et ensuite, tout d'un coup, un jour, tous les enfants réapparaissent dans un parc. Et voilà, ils sont un petit peu différents de ce qu'ils étaient auparavant. Et ça fait flipper tout le monde. C'est pas mal, sauf que j'ai pas trop apprécié la fin. Les dangers de Fumeroli est une des nouvelles, c'est l'avant-dernière. C'est pas non plus ma préférée. Quand on parlait avec les morts, elle était pas mal. Donc ça parle de spiritisme. Et en fait, elle arrive à faire des atmosphères assez étranges. Où il y a pas mal de... je parle avec les morts, par exemple, j'ai beaucoup aimé celle qui s'appelle Le Puits. Elle est très intéressante parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se regarder dans un puits, une famille qui va se regarder dans un puits. Et ensuite, on passe à la génération d'après, et il y a un lien entre ce puits et la personne, comment elle est. Bref, vraiment, je ne peux pas vous raconter plus parce que ça serait dommage. Il y en a une qui était dégueulasse, c'est viande. Ah là, elle était vraiment, faut avoir l'estomac bien accroché. Hein. Il y en a parfois qui sont vraiment gore. Elle s'est bien amusée. Le Mirador, après, ça fait un moment que je les ai pas lues, celles-là. Ça, je me souviens plus, les premières. Le Puits, je me souviens, donc elle m'a marqué, j'ai bien aimé. Le Caddie. Ah oui, elle était pas mal aussi, le Caddie. C'est un caddie qui prend vie. Ah ouais, non, c'était pas mal. Ouais, non, franchement, le recueil était chouette. En fait, je l'ai d'abord pris à la bibliothèque, puis j'ai vu que je le lisais petit à petit. Et finalement, je me le suis acheté parce que, déjà, je trouve cette couverture sublime. Voilà. Et que j'avais envie de lire les nouvelles et j'allais pas garder le recueil des mois avec moi. Ce serait dommage pour les autres. Et donc du coup, je suis contente de l'avoir parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé Notre part de nuit aussi. Elle m'intrigue, la plume de Mariana Enriquez. Je ne veux pas dire que ce soit un coup de cœur, mais elle m'intrigue. Elle a une façon d'écrire vraiment très très particulière.
C'est pas toujours évident de rentrer dans ces personnages, dans son histoire, mais quand on est dedans, après, on se sent mal à l'aise. Et ça, c'est bien réussi. Un peu comme avec Stephen King, vous voyez, mais c'est vraiment chouette. Bon, bah écoutez, ce carnet de lecture se termine là, finalement. J'ai quand même lu beaucoup de choses, vous avez vu beaucoup de graphiques. Je vous remercie de m'avoir suivi si c'est le cas. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner aussi parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent sur la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée au moment où vous me regardez. Je sais qu'il y en a qui me regardent au petit déjeuner, donc bonne journée. J'espère que le café était bon. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye!